Nous sommes le vendredi 10 octobre 2014. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans cette édition d'information sur Canal 7. Des milliers de Kenyans se sont rassemblés jeudi matin à l'aéroport international de Nairobi pour accueillir le président Uhuru Kenyatta. Le chef de l'État était de retour après son bref séjour à La Haye aux Pays-Bas où il devait répondre devant la Cour pénale internationale des accusations des crimes contre l'humanité émises à son encontre. Cette comparution devant la justice internationale, la première du genre pour un président en exercice, a soulevé des réactions du côté de l'Union africaine et de certains Kenyans. Plus de détails avec Uriel Abaga. Le président kényan Uhuru Kenyatta est arrivé jeudi matin à Nairobi après avoir comparu mercredi devant la Cour pénale internationale. Il était convoqué pour une audience que les magistrats ont jugée cruciale afin de statuer sur la poursuite ou non du chef d'accusation de crimes contre l'humanité qui pèse sur lui. Des milliers de partisans se sont rendus à l'aéroport pour réitérer leur soutien à Uhuru Kenyatta. Le chef de l'État, accueilli au pied de l'avion par son vice-président William Ruto, à qui il avait temporairement confié la gestion du pays, a exhorté la population à demeurer unie. Ce qui est important, c'est notre unité. Nous, comme Kenyans, nous demeurons unis et nous savons que les problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant que pays sont beaucoup plus grands qu'un individu. L'Union africaine s'est insurgée contre la CPI, l'accusant de ne poursuivre que des dirigeants africains. La population kenyane, quant à elle, qualifie cette affaire de honte pour ce pays de la Corne de l'Afrique. C'est pas bon pour notre image si le président comparaît devant un tribunal. On dirait un criminel, donc ce n'est pas quelque chose de bon. C'est une honte pour la nation. Stephen Key, l'avocat de Uhuru Kenyatta, a demandé à la Cour l'abandon des poursuites à l'encontre de son client, avançant, je cite, que ce serait une insulte au bon sens de dire que nous ne méritons pas l'acquittement. L'accusation, qui a plusieurs fois reporté le procès, a reconnu ne pas avoir suffisamment d'éléments pour inculper le président kényan. Le Congo ambitionne de devenir une terre de technologie d'ici 2025, année à laquelle le pays envisage de tutoyer l'émergence. De plus en plus de jeunes s'intéressent au secteur de nouvelles technologies et mettent en place des projets. C'est le cas des meilleurs webmasters et designers de ce pays. Ces derniers ambitionnent déjà la création de leurs projets de société. Un mois après leur élection au concours Bantu Contest, notre équipe est allée à leur rencontre. Portrait croisé des futurs leaders de ce pays avec Prudence Larissa et Roméo Nkodia à Brazzaville. Ils ont moins de 30 ans et portent déjà l'étendard des nouvelles technologies du Congo. Ces jeunes ont séduit le jury lors d'un concours de design et de web organisé à Brazzaville. Pendant près de 2 mois, 36 participants ont compéti. Répartis en équipes de 2 personnes, chaque équipe a présenté des œuvres, certains dans le domaine du design et d'autres dans le web. 16 parmi eux étaient retenus pour la grande finale avant de choisir les meilleurs. À 25 ans, titulaire d'un BTS en infographie, ce passionné d'informatique veut concrétiser son rêve. C'est un projet sur une boîte de multimédia, de création graphique, évidemment, sur ce que je fais. Le projet, il est là depuis 2011, mais depuis, nous sommes en manque de financement. Donc, je souhaiterais vraiment qu'après Bantu Contest, qu'on ait des ouvertures pour des éventuels financements et puis un soutien. Ce concours est une initiative du Bantu Hub, un incubateur de start-up, c'est-à-dire un espace qui favorise la création de nouvelles entreprises dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Objectif de cette compétition, dénicher et mettre en lumière le génie congolais. À 19 ans, avec un brevet de technicien en informatique, le meilleur webmaster du Congo travaille déjà sur son propre réseau social. Ce n'est pas un réseau proprement dit africain, c'est international. Mais il y aura également du contenu africain. Je peux faire allusion à la langue lingala, par exemple. J'essaierai également d'intégrer plusieurs autres langues africaines. Après le lingala, j'opte bien intégrer le kiswahili et pourquoi pas le wolof que j'aime très bien. La prochaine édition du concours Bantu Hub Contest se tiendra l'année prochaine.
Avec l'installation ce mois du Bantu Hub à Pointe-Noire, les organisateurs comptent intéresser les jeunes de la capitale économique afin de donner à tous la possibilité d'exprimer leurs talents. Hors du continent africain, aux États-Unis, Thomas Eric Ducan, le premier patient atteint d'Ebola hors des frontières africaines, est décédé mercredi matin à Dallas où il était hospitalisé. Les autorités américaines ont décidé de renforcer le contrôle des voyageurs en provenance de l'Afrique de l'Est. Et John Kerry, le secrétaire d'État américain, est revenu sur la volonté des grandes puissances pour enrayer définitivement le virus Ebola de la planète. Marina Mademan nous en parle. La première personne infectée par le virus Ebola diagnostiquée hors des frontières africaines est morte mercredi dernier sur le territoire américain. Thomas Eric Ducan, d'origine libérienne, est rentré aux États-Unis le 20 septembre dernier, ne présentant aucun symptôme du virus Ebola. À l'origine, le personnel de santé qui s'occupait de lui avait diagnostiqué une maladie bénigne. Mais 4 jours plus tard, des signes d'une fièvre hémorragique apparaissaient. Monsieur Thomas Eric Duncan est décédé. Nous apprécions le service dévoué du personnel des urgences et du personnel médical qui ont rapidement pris soin de lui. Cela nous blesse profondément et nous espérions que cela n'arriverait pas. Mais au nom de la ville de Dallas, nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Monsieur Duncan. Ce premier cas d'Ebola découvert aux États-Unis réveille beaucoup d'angoisse. Les autorités américaines ont décidé de prendre de fermes résolutions pour la protection des populations américaines. Il y a eu des appels à interdire les voyages en Afrique de l'Ouest. Le problème avec cette approche, c'est qu'elle rend la lutte contre l'épidémie extrêmement difficile. Les employés médicaux pourront difficilement y aller parce qu'ils ne pourront pas ressortir. Si nous rendons la lutte contre l'épidémie en Afrique de l'Ouest encore plus dure, le virus va se répandre non seulement dans ces 3 pays, mais dans d'autres parties d'Afrique, ce qui augmentera finalement notre risque ici aussi. D'après le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, le virus Ebola a fait près de 3 900 morts en Afrique de l'Ouest sur plus de 8 000 personnes infectées. Mais pour éradiquer définitivement cette maladie qui fait rage dans le monde actuellement, le secrétaire d'État américain John Kerry exhorte toutes les grandes puissances de la planète à se mobiliser davantage. Et puis sport pour clore cette édition d'information. Le célèbre coach des Blues de Chelsea en Angleterre, José Mourinho, il s'agit bien sûr de lui, est arrivé à Abidjan et a visité plusieurs structures associatives. Le passage du Special One, appelé désormais The Special Happy, depuis son départ du Real de Madrid a suscité engouement et espoir. Mathias Zakam, notre correspondant en Côte d'Ivoire, s'en fait l'écho. Nommé ambassadeur de bonne volonté pour le programme alimentaire mondial depuis le 19 mai 2014, José Mourinho a effectué une visite récemment en Côte d'Ivoire, s'imprégner des réalités dans les cantines scolaires. À cette occasion, Kabla Kosonou, directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale, a parlé des bienfaits des cantines scolaires qui deviennent des moyens de maintien des écoliers dans les établissements scolaires. Notre pays a connu une grave crise. Au vu de cette crise, dans les zones de conflit, les élèves avaient déserté l'école pour des raisons évidentes de sécurité, mais aussi d'insécurité alimentaire. Le programme alimentaire mondial a dû multiplier les cantines scolaires dans toute cette zone pour offrir un repas chaud aux élèves, afin de lutter contre la faim du midi et permettre leur maintien dans le système éducatif. L'ordre du jour, après avoir parlé des facteurs qui l'ont contraint à accepter l'offre du programme alimentaire mondial, a visité certaines cantines scolaires, a partagé le repas avec les écoliers pour toucher du doigt les réalités. Heureux de le voir en Côte d'Ivoire pour sa complicité avec Didier Drogba, José Mourinho a bénéficié de nombreux présents. Nous sommes en Europe et je suis en football et beaucoup de personnes oublient ce travail absolument fantastique de tout le monde. J'ai beaucoup d'admiration pour toutes les personnes qui font ce travail ici à Côte d'Ivoire, mais aussi des autres pays. Et je peux simplement dire merci beaucoup. Il a profité de ce séjour en terre ivoirienne pour visiter certains espaces de produits agricoles qui alimentent en majorité les cantines scolaires.
Voilà, c'est sur cette note sportive que se referme cette édition d'information sur Canal 7. Merci d'avoir été des nôtres sur votre nouvelle chaîne généraliste et panafricaine. L'actualité continue. Au revoir et à très bientôt.